C'est aussi stressant d'être devant des centaines de milliers de gens que devant 200 personnes. On voit Elton John sortir du disquaire avec 10 albums d'Oxygène. J'étais considéré comme un déserteur. Des flics venaient me chercher. Bonjour à tous et bienvenue dans Tous Wonder, le média qui parle de votre point de bascule. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel Jarre, le pionnier de la musique électronique. Il a d'ailleurs fait entrer à l'Opéra de Paris. Vous allez l'entendre, tout a commencé avec son album Oxygène en 1976 et c'est l'album d'un artiste français le plus vendu au monde. Il a sorti, tenez-vous bien, 20 albums studio et vendu plus de 85 millions de disques dans le monde. Il est aussi connu pour ses concerts gigantesques, pharaoniques sur tous les continents. Dans Tous Wonder aujourd'hui, il revient sur sa carrière, mais vous allez aussi le découvrir plus intime, puisqu'il va nous parler de son enfance. Et je vous conseille son livre Mélancolique Rodéo aux éditions J'ai lu. Tous Wonder, c'est tous les mardis. Vous nous retrouvez sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon et Apple. Vous pouvez donc nous regarder ou nous écouter un peu partout et un peu tout le temps. Merci à vous et merci à notre sponsor Aromazone. C'est le numéro 1 en France des produits bio et des recettes de cosmétiques maison. Et cette marque, avec son livre Soins, que je vous conseille parce que ça donne des bons conseils pour entretenir sa peau, eh bien cette marque reverse 100% des bénéfices à l'APHM, l'hôpital de la Timone à Marseille, pour aider le service d'oncologie pédiatrique à acquérir une machine de pointe qui permet de guérir et qui empêche les récidives à l'âge adulte. Merci donc à Aromazone et Tous Wonder, c'est maintenant avec Jean-Michel Jarre, le pape de la musique électronique. Jean-Michel Jarre, merci mille fois d'être avec nous. Je suis hyper contente de te recevoir. Dans Tous Wonder, on commence toujours par un point de bascule, une anecdote, un moment où tout a changé, il y a eu un avant et un après. Et je pense que pour toi, tu vas me le confirmer, c'est clairement Oxygène 1976. Est-ce que tu peux nous raconter cet avant, cet après? C'est-à-dire qu'il y a eu un tourbillon et d'un coup, t'as été lancé. Je considère pas dans ma vie qu'il y a eu un seul point de bascule, mais une suite de bascules. Le point de bascule, c'est ou des choses qui t'arrivent sans le savoir, ou des occasions dans devant lesquelles tu passes pas à côté. C'est-à-dire le fait de juste de monter sur la bascule ou pas. Et ça, c'est une question aussi de caractère, une question de curiosité, de manière à finalement voir dans tout risque une opportunité plutôt que dans toute opportunité un risque. Et effectivement, Oxygène dans ma carrière, qui est dans ma vie, dans mon trajet de créateur, effectivement, un point de bascule évident, parce que c'est le fait de passer d'une forme d'anonymat à une forme de notoriété soudaine, pas seulement nationale, mais mondiale ou internationale, et en plus dans un genre musical qui existait peu et qui était même plutôt rejeté par l'establishment de la musique. C'est-à-dire que c'est amusant de voir que finalement tous les mouvements émergents sont rejetés par l'establishment des précédents ou des genres précédents. C'est-à-dire que le début du jazz est rejeté par la musique classique, le début du rock est rejeté par l'establishment du jazz, et le début de la musique électronique rejeté par l'establishment du rock, en disant qu'est-ce que c'est que ces mecs qui font du bruit avec des machines, avec des boutons. Donc ça a été difficile pour toi de t'imposer, c'est-à-dire qu'au départ, tu dis ça parce que les gens n'y croyaient pas? Quand j'ai terminé Oxygène, ça a été refusé par une dizaine de maisons de disques, en disant il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux qui durent 10 minutes et il n'y a pas de batterie non plus, ça marchera jamais. Et en fait, finalement, c'est un petit label indépendant français qui l'a sorti et ensuite qui a été distribué dans le monde avec le succès qu'on sait. Non, mais les autres, ils ont dû s'en mordre les doigts quand même. Hein. Oui, d'ailleurs, il y a un producteur et un très connu de disques qui s'appelle Chris Blackwell, qui est le fondateur d'Island, qui a eu l'honnêteté de dire j'ai raté deux choses dans ma vie, le premier album de Jean-Michel Jarre et le premier album d'Elton John. Donc il a eu l'honnêteté de le reconnaître, mais c'est des choses qui arrivent. C'était effectivement quelque chose qui était complètement c'est un ovni. Il faut remettre dans le contexte que Oxygène est sorti en pleine période disco et en pleine période punk. Donc, ça avait absolument rien à voir. C'est vrai. Ce qui fait la spécificité de la création, c'est justement d'être outside the box, d'être au fond en dehors des sentiers battus ou
ou pas d'ailleurs, mais finalement de pouvoir arriver à suivre son propre chemin, et on ne choisit pas. En fait, on choisit pas son chemin. Je pense il est tracé. C'est effectivement un point de bascule dans sa vie personnelle, quand effectivement d'un seul coup quelque chose qu'on a fait dans sa cuisine, ce qui était le cas, parce que Oxygène, tu l'as composé dans la cuisine. Ouais. Exactement, dans un appartement où il y avait 2 cuisines, et j'ai transformé la cuisine en home studio, ce qui était pas du tout déjà une manière de travailler de manière professionnelle, puisque à l'époque le studio professionnel c'était un studio avec deux espaces, la cabine avec la vitre qui sépare le studio, avec Dieu qui est l'ingénieur du son ou producteur de l'autre côté de la vitre, et puis les musiciens victimes potentielles éventuellement de l'autre côté. Ouais. Et en fait la musique électronique demande d'être à la fois le musicien, le créateur, et en même temps le curateur de ce qu'on fait, et l'ingénieur du son. Je voulais bien revenir aussi vraiment plus loin, un peu la genèse, c'est-à-dire que tu as toujours baigné dans la musique, et aussi grâce à ta mère, France, qui était résistante et qui a rencontré en prison à Lyon une femme qui s'appelait Mimi Ricard, c'est ça, qui tenait des clubs de jazz. Là, est-ce que tu peux nous raconter ces souvenirs qui, je pense, sont assez incroyables, mais je me dis que toutes ces petites notes de musique, elles t'ont baigné, et puis elles t'ont amené aussi à faire ce que tu as fait ensuite. Il y a effectivement, je pense qu'il y a des signes qu'on peut, ou des petits cailloux comme ça, et des signes qu'on prend ou qu'on prend pas. Encore une fois, les points de bascule, ils arrivent pratiquement tous les jours. Et effectivement, ma mère, qui a été, comme tu le disais à l'instant, une grande résistante, elle a été capturée par les nazis 3 fois, elle s'est échappée 3 fois, y compris du camp de concentration dans lequel elle a été, à Ravensbrück, et qui a connu à cette époque une femme qui est devenue une de ses meilleures amies, qui s'appelait donc Mimi Ricard, et qui a ouvert après la guerre un club de jazz qui s'appelait le Chat qui pêche, qui est devenu le club de jazz de référence en France, où elle accueillait des gens comme Don Cherry, John Coltrane, rue de la Huchette, oui, John Coltrane, Don Cherry, Archie Shepp, Chet Baker. Et en fait, ma mère allait voir sa copine des fois le dimanche comme ça, et moi j'étais le petit gosse qui se baladait, qui descendait à la cave où les musiciens répétaient pendant qu'elle discutait au bar. Et j'avais aucune idée de qui ils étaient, mais j'étais fasciné par cet endroit. Et d'ailleurs, c'est intéressant, de tous les souvenirs que j'ai de ces moments sont des souvenirs en noir et blanc. Et j'ai toujours associé le jazz au noir et blanc. On n'a pas que moi, on a beaucoup associé le jazz au noir et blanc. Mais et un jour, donc effectivement, pour l'anniversaire de mes 10 ans ou 11 ans, Chet Baker, qui répétait là, m'assoit sur le piano droit et va jouer pour moi pendant 10 minutes avec la trompette à peu près à la distance où on est là quand on se parle. Et à chaque fois que je pense à ça, je sens encore le son sur ma poitrine d'enfant. Et il m'a dit 2 choses qui m'ont marqué beaucoup et qui vont certainement être un des éléments fondateurs pour moi. C'est que il me dit, tu vois, dans le jazz, en fait, la mélodie c'est important, mais il faut s'en échapper le plus vite possible. Et la deuxième chose, ce qu'il dit finalement dans la musique, ce qui est important, c'est le son, c'est la recherche du son. Et de ce point de vue-là, le jazz et la musique électronique, paradoxalement, ont des points communs, des points communs, et un point commun, c'est justement ce travail sur les textures sonores, pas seulement de travailler la composition musicale en termes de notes basées sur le solfège, mais en termes de son et de bruit, et on est tous devenus un peu des sound designers au fil du temps. Toi, tu as été sound designer très tôt. Tu as reçu un magnétophone à Noël, c'est ça? C'est ton grand-père qui te l'avait offert? Oui. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tu enregistrais des sons. Donc, en fait, très tôt, quand même, tu as eu cette passion du son, du truc. Donc, c'était quoi? La pluie, le vent? C'est ça que tu écoutais et que tu enregistrais? C'est-à-dire que tu n'as pas du tout cherché à faire de la musique comme des petits garçons le feraient? Alors, je jouais en même temps, j'ai joué assez tôt dans des petits groupes de rock dans le quartier,
Et puis mon grand-père, quand j'avais 12 ans, m'a offert ce magnétophone d'occasion. C'était un chercheur, un inventeur. Mon grand-père, il a inventé une des premières consoles de mixage pour la radio, et aussi l'ancêtre de l'iPod, qui était le Tepaz, c'est-à-dire ce tourne-disque portable français qui marchait sur batterie, et avec lequel tu partais en pique-nique pour aller écouter justement. C'était prédestiné en fait, clairement là, avec ton ascendance. Oui et non, mais enfin tout ça, ce sont des suites de hasard, et comme tu le dis, il y a peut-être un chemin qu'on suit inconsciemment, ou une suite de hasards, si on peut appeler ça des hasards. Et en fait, en tout cas, quand il m'a offert ce monstre, parce que c'était déjà c'était on était bien avant la miniaturisation de la technologie, et donc c'était déjà gros pour un adulte, mais pour un gosse c'était encore énorme. C'était un monstre, et je suis devenu absolument obsédé par ce magnétophone. J'enregistrais absolument tout, et mes grands-parents habitaient devant la gare de Perrache à Lyon. Et en fait, je passais le micro par-dessus le balcon et j'enregistrais. En fait, c'était l'époque de la guerre d'Algérie, et il y avait les soldats qui devaient partir au front en face. Et donc, il y avait 2 cafés où il y avait en fait les putes, les soldats, et il y avait ce qu'on appelle une crémière, une laiterie, qui recevait les pots de lait qui arrivaient en métal dès le matin. Et je me levais vers 4-5 heures du matin pendant que mes grands-parents dormaient, et j'enregistrais tout ça. Et donc, j'étais devenu totalement obsédé. J'enregistrais jour et nuit, tout ça. Et puis un jour, j'ai passé la bande à l'envers et j'ai cru que les aliens me parlaient. Et là, j'ai commencé à trafiquer le son de ma guitare, le son du groupe avec lequel je jouais. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le cycle, si j'ose dire, de l'approche sonore de la musique. Et puis le batteur du groupe, c'était quelqu'un qui s'appelait Stanislas Witold, et qui était en fait le fils de Jean Witold, le grand musicologue de l'ORTF à l'époque de Radio France, et qui me dit, tu sais, à la maison de la radio, à l'époque l'ORTF, il y a un groupe de recherche, s'appelle GRM, groupe de recherche musicale, et ils font ce genre de choses, ils trafiquent des sons avec le magnétophone, tu devrais y aller. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré au GRM, dirigé par Pierre Schaeffer, qui est le Pierre Schaeffer avec Pierre Henry, qui sont vraiment les fondateurs, les pionniers de la musique électroacoustique et de la musique électronique. En fait, ce qui est fascinant, c'est que, enfin, t'es évidemment pionnier, on l'a dit, mais c'est que n'importe quel son peut devenir une musique. C'est ça qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes. C'est-à-dire que les sons de la vie de tous les jours se transforment en mélodie, en fait. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a vraiment une véritable genèse de la musique électroacoustique électronique française et européenne. Ça n'a rien à voir avec le blues, le rock, le hip-hop ou autre. Au départ, la musique électronique, électroacoustique vient d'Europe, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Russie aussi, avec des instruments comme le thérémine, qui est inventé dès les années 20 en Union soviétique à l'époque, et qui en fait vient de cet héritage de la musique classique, donc hors des formats pop, hors des formats de la chanson de 3 minutes, et qui en même temps sont en France liés à 2 mouvements. C'est d'une part l'impressionnisme, c'est-à-dire le fait d'avoir une manière de décrire son environnement à travers sa musique de manière impressionniste, c'est-à-dire pas de manière réaliste, mais finalement avec quelque chose de plus flou et de plus organique. C'est Debussy et Ravel, c'est ça la jeunesse dans la musique, et les nymphéas par exemple aussi dans la peinture. Et puis le mouvement surréaliste, c'est-à-dire le fait de mélanger un oiseau avec une clarinette ou le son d'une machine à laver avec des percussions. Ce côté Marcel Duchamp, ce côté surréaliste, fait que ces gens qui ont défriché ça dès les années 40, comme Pierre Schaeffer, Pierre Henry, sont les véritables c'est la véritable avant-garde. C'est-à-dire que l'avant-garde, c'est ce qui devient classique 50 ans plus tard. Or, aujourd'hui, on est tous des petits-enfants de ces pionniers qui ont, au fond, introduit la notion de son et de bruit, comme tu le disais, dans la musique aujourd'hui. Tous les genres musicaux, les gens, que ce soit dans la techno, dans le hip-hop, dans la pop, dans le rock ou autre, mélangent des sons, des bruits à l'orchestration. C'est devenu presque un standard.
Est-ce qu'il faut maîtriser la musique classique, le solfège, pour être aussi doué que toi en musique électronique? Parce qu'on a l'impression que tu vois, que c'est quelque chose de plus novateur. Est-ce qu'il faut quand même avoir des bases de classique, de solfège? Alors, Est-ce que tu maîtrises tout ça ou pas? Là, il se trouve que moi, je suis je dirais, d'une génération où j'ai en même temps étudié au conservatoire, j'ai joué dans des groupes de rock, donc j'ai aussi cette formation-là. Mais la musique écrite, c'est quelque chose c'est intéressant parce que la musique écrite, elle existe surtout en Europe depuis le XVe siècle. Avant les chants grégoriens, etc., avant la naissance de l'écriture musicale, c'était une musique qui se transmettait, j'allais dire du bouche à oreille, ou en tout cas des mains à l'oreille. Et le reste de la musique, quand on pense à l'histoire de la musique dans le monde, la musique chinoise, la musique africaine, la musique indienne, il n'y a pas vraiment d'écriture. Donc en fait, l'écriture musicale est un genre très occidental. Par exemple, en Inde, quand on étudie la musique, on regarde son professeur et on n'a pas le droit de toucher l'instrument pendant 2 ans. Il faut d'abord écouter. Il faut être patient. Oui, il faut ça, c'est pas mon truc, ça. Voilà. Je pourrais pas. Mais il faut être patient. Mais tout ça veut dire que on est. Alors, je pense qu'ils doivent toucher les instruments avant 2 ans. Ils sont aussi impatients que toi. C'est une torture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont. En fait, il y a quand tu prends la musique africaine aussi, c'est une musique de jeu, c'est une musique de sensuelle. Et en fait, on retrouve paradoxalement ça dans la musique électronique. Ce que je revendique beaucoup, c'est ce rapport sensuel, organique, poétique avec la technologie. Est-ce qu'on peut parler de ton groupe de rock? Parce qu'en fait, tu aurais pu être connu pour tes facultés de faire du rock. Moi, c'est le nom du groupe qui me fait marrer. Les Dustbins, c'est ça? Poubelle? C'est ça, oui, c'était un groupe Alors, heureusement punk. que tu n'as pas fait carrière dans le groupe qui s'appelle Poubelle. Oui, non, mais il y a des exemples célèbres de noms de groupes qui sont aussi bizarroïdes. C'est vrai, je te taquine. Donc non, au contraire, je pense qu'il y avait du potentiel. Il y avait un truc. Absolument. Et ça t'a donné le goût un peu de la scène, de la scène, parce que vous êtes produit à Saint-Raphaël, l'été de ton bac, c'est ça? Oui, effectivement, et avant également, et c'est vrai que je gagnais ma vie, et comme moi, très tôt, il a fallu que je gagne ma vie parce que je voulais aider ma mère, puisque ma mère m'a élevé seul, comme beaucoup de parents de familles monoparentales, ce qui était mon cas. Et donc j'ai commencé par faire des tas de petits boulots, et ma mère avait un stand aux puces, et en fait, pour l'aider, je faisais beaucoup de peinture aussi, et je m'étais inventé un frère plus âgé que moi qui était peintre. Et en fait, je vendais mes propres peintures, mais comme j'estimais trop petit pour être crédible, donc je vendais aux puces mes toiles qui étaient soi-disant faites par ce frère imaginaire. C'est génial. Donc, attends, tu racontais aux gens que tu vendais les toiles de ton frère. C'est ça, oui. Et mais ça qui marchait? était très occupé. Ça marchait, j'en ai vendu pas mal. C'est vrai. Donc ça permettait quand même comme ça d'arrondir les fins de semaine, je dirais. Et puis après, je jouais dans différents endroits avec mon groupe, et effectivement aussi dans le Midi, et ça a été mes premières armes, je dirais, de scène. Oui, de scène. Oui, c'est ça, voilà. Et t'as bossé ensuite avec ses copains. Est-ce que eux aussi ont fait une carrière dans la musique? Non, il y en a un qui est devenu joaillier à New York, qui était bassiste, et puis les autres, je les ai perdus de vue, en fait. D'accord, incroyable. Mais ils ont continué un peu à faire de la musique, et puis finalement ils ont abandonné. C'était peut-être le nom du groupe qui était pas. Non, je rigole, mais je trouve ça improbable. C'est possible. Est-ce que tu crois que la musique, c'est dans ton ADN? Tu parlais de ta maman qui t'a élevé seule. T'es le fils de Maurice Jarre, qui est parti quand tu avais 5 ans. Que tu as vu sans voir de loin aux États-Unis. Il a eu 3 Oscars, il a écrit la musique du Dr Zhivago notamment. Tu n'as pas grandi avec lui, néanmoins tu as fait le même métier. Est-ce que tu crois que c'est dans l'ADN? Est-ce que tu crois que tu as fait aussi ce métier quelque part pour faire comme lui, tu vois, c'est sans faire de la psycho de comptoir, mais est-ce que tu crois qu'il y a un lien ou que c'est un hasard total selon toi? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que les cordonniers ont des enfants qui vont plutôt être cordonniers qu'autre chose, parce qu'ils vivent dans le même milieu. Là, en ce qui me concerne,
ça serait plus au niveau des chromosomes, puisque mon père est parti aux États-Unis très très vite, et que finalement, l'image de mon père était très abstraite, parce que la musique de film à cette époque-là était pas comme aujourd'hui, qui est très au devant de la scène, mais c'était très abstrait. Donc moi, je me suis pas rendu compte de la notoriété de mon père par rapport de son succès en tout cas. Et donc, ça n'a pas joué directement. Maintenant que je regarde ça avec distance, je pense pas du tout que ça ait joué directement. Ça a plutôt peut-être joué inconsciemment. Et puis peut-être qu'effectivement, au niveau des chromosomes, il y avait quelque chose. Donc, je le remercie là où il se trouve de m'avoir donné indirectement un certain nombre d'outils. Mais tu l'as pas vu recevoir des Oscars. Enfin, tu te rendais pas compte en fait. Pas du tout. Non. Pour moi, c'était très abstrait. Avec le fait qu'en plus la musique des films, encore une fois, je me souviens de mon père les premières années quand il a fait dans la première partie de sa carrière des choses extrêmement intéressantes, puisque c'était un des cofondateurs du Festival d'Avignon avec Jean Vilar, et qui était donc le compositeur du TNP, qui était ce grand mouvement ce grand théâtre, le Théâtre National Populaire, créé par Jean Vilar avec des gens comme Gérard Philippe, Maria Cazares, etc. Et il est devenu le compositeur attitré du TNP pendant des années. Et il a d'ailleurs innové énormément dans la musique de scène. Il a été vraiment un des premiers à explorer ce qu'on appelle aujourd'hui l'immersion, c'est-à-dire mais c'était pas l'immersion technologique, c'était pas le Dolby Atmos, c'était le Dolby Atmos acoustique, puisqu'il mettait des instruments dans la cour du Palais des Papes à Avignon avec des trompettes qui étaient dans les quatre coins du palais, etc. Donc il a beaucoup exploré là-dessus. Et donc tout ça a dû forcément jouer. Oui, ça a forcément joué. Ouais. Donc, t'es passionné depuis très longtemps. Moi, il y a une histoire qui est mignonne, je trouve, c'est que t'as acheté ton premier synthé. Pour acheter ton premier synthé, t'as quand même vendu ta guitare, ton amphi et le petit train électrique fabriqué par ton grand-père. Je trouve ça adorable. Mais t'avais quel âge je devais avoir 17-18 ans, donc le train électrique était quand même resté, je m'en servais plus. Non, j'imagine. Je m'en servais plus depuis un moment, mais j'étais très attaché, forcément, comme on est attaché par... Et donc c'était un vrai statement, comme on dit en anglais, une vraie décision de quitter en fait le monde du rock et de l'enfance aussi en même temps, pour partir à Londres et acheter ce synthé, et qui était pour moi un choix de... Je savais pas que ça allait être un choix de vie, mais enfin c'était en tout cas un choix esthétique et un choix musical. Ensuite, il y a 71. 71, tu fais entrer la musique électronique à l'opéra, mais il y a un petit couac, c'est qu'il faut que tu fasses ton service militaire. Oui, alors deux choses. Il y en a deux. Il y a plusieurs couacs. Il y a plusieurs couacs. Il y a le fait que effectivement, je fais ce projet qui était une musique de ballet, et c'était la première fois que la musique électronique, électroacoustique rentrait à l'opéra. Et un des souvenirs que j'ai, c'est que les musiciens de l'orchestre à l'époque, certains musiciens débranchaient la sono en signe de protestation, en se disant cette musique va signer probablement la fin des concerts, la fin des orchestres. Ah ouais. Et c'est là où on voit au fond à quel point, je fais une petite digression, bien sûr. À quel point génération après génération, on a peur du progrès, on a peur de la disruption, on a peur du changement. En 71, c'était pas très feel good. Donc, quand tu arrives à l'opéra, quand tu fais les répètes... Oui, alors ça, c'était compliqué. En fait, c'est quoi? C'est l'opéra. Il y a une sorte de fermeture, c'est ça, pour travaux? Oui, et puis il y a la réouverture, pour la réouverture de l'opéra. Et là, on a voulu faire un truc de très, très disruptif en t'invitant. Voilà, c'était... Quand on parle de 68... c'est une chose dont je parlais souvent avec Thierry Ardisson. On ne parle pas assez de 72. J'y parle là des 3-4 années de bordel et de chaos après 68, où en fait on pouvait se permettre un peu n'importe quoi. Moi en fait j'ai piraté l'université complètement, parce que j'ai fait 5 ans d'université où en fait tout ce qu'on pouvait faire comptait dans le fait d'avoir une licence par exemple, ou un master. Donc moi j'ai fait aussi bien de la philo, de la chimie, j'ai fait de la musique appliquée à la thérapie, à la psychologie. J'ai fait une thèse sur les pubs. J'ai fait plein de trucs parce que je savais déjà que j'allais faire de la musique. Donc je me sentais très privilégié, non pas bon, peut-être socialement, mais non pas financièrement, mais en tout cas
par rapport à cette période qui était une période de flou que j'ai vraiment utilisé positivement. Et c'est vrai qu'en 71, en même temps, j'avais cette histoire de service militaire qui me taraudait parce que j'étais déjà engagé en fait dans la vie professionnelle. Je me disais merde, je vais pas passer 1 an et demi à finalement perdre mon temps, même si je suis pas nécessairement contre un service civil ou un service même militaire dans l'absolu, mais pour moi, ça correspondait pas. C'était vraiment un mauvais timing. Et donc, puis t'as tenté de dire j'aide ma mère, je peux pas. C'est ça, t'as quand même tenté. Oui, et ça n'a pas marché du tout. Au contraire, ça a même joué. C'était même pire. Et donc, il a fallu que je me démerde tout seul pour me faire réformer. C'est une longue histoire que je vais pas raconter là, mais effectivement, tu peux raconter parce qu'elle est drôle. Non, mais ça durait 1 semaine. En fait, j'ai dit que j'étais agoraphobe et que j'avais travaillant de la musique électroacoustique, ce qui était absolument obscur à l'époque. On m'a pris pour un barge et effectivement, j'ai dit le problème, c'est qu'effectivement, je ne peux pas supporter les groupes de plus de 5 personnes ou 10 personnes, ce qui est paradoxal par rapport... Parce que je sais pas si le psy que t'as vu a suivi ta carrière après, un peu plus tard, est venu au concert avec des millions de gens. Je suis agoraphobe. Oui, c'est ça. Attends, mais il y avait pas une histoire où ils t'ont couru après dans l'opéra ou je sais pas quoi, t'es sorti Ah oui, parce qu'en fait, je devais... La première à l'Opéra de Paris avait lieu en octobre et j'ai été appelé en juillet. Donc j'ai essayé d'avoir un pass et une permission pour pouvoir rentrer 3 mois plus tard. Et cette autorisation par le ministère de la Culture est arrivée très tard. Et donc du coup, j'étais considéré comme un déserteur de certaine manière. Et donc les flics venaient me chercher à l'opéra et donc avec la complicité des danseurs, des danseuses, des gens de là, en fait, ils me prévenaient quand les flics rentraient par une porte et je sortais par l'autre. Ça a duré quand même comme ça 1 semaine, 10 jours jusqu'à ce que finalement il y ait une lettre qui me donne l'autorisation de rester jusqu'en octobre. Mais ça a été très mal vu quand même parce que je suis rentré après ils m'ont mis dans un bataillon semi-disciplinaire, donc c'était un peu hard, mais j'y suis resté qu'1 semaine puisque j'ai réussi à me débrouiller à pouvoir sortir rapidement. Non, parce que t'as quand même beaucoup d'humour, parce que là, tu racontes pas, mais t'as acheté un uniforme trop grand, enfin, tu t'es fourni un uniforme trop grand, oui, j'avais tout gambergé en disant je vais... T'as balayé pendant 48 heures pour qu'ils te trouvent pas. Voilà, exactement. Donc, en fait, je me suis monté tout un scénario qui a finalement assez bien marché. En fait, t'es très bon comédien. J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, là, mais ça a toujours été, quand on n'a pas le choix et quand on est le dos au mur, bah, il faut être créatif. Bon, voilà. Résultat, t'es réformé P4, hein, donc voilà, là, ça. On est sûr que tu pourras exactement. jamais rentrer dans. Ou si je m'engage, c'est parce que je serai volontaire. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Alors, pour revenir à la musique, évidemment, t'es musicien, mais on te connaît moins auteur et évidemment, tes fans le savent, mais t'as aussi écrit pour d'autres et notamment pour Christophe, oui. Les mots bleus. Est-ce qu'il y a d'autres chansons que tu as écrites aussi et pourquoi tu n'as pas continué à écrire pour d'autres? C'est-à-dire que pour moi, étant, comme tu l'as compris, intéressé par le son, moi j'ai toujours beaucoup aimé écrire et beaucoup aimé les mots pour leur son et pour leur valeur phonétique. Et donc j'étais sous contrat chez un éditeur qui était maison de disques, qui était le même que celui de Christophe. Et on s'est enfermé en studio pour... Christophe voulait changer un peu de trajet par rapport au chanteur de variété qu'il était, d'Aline, des marionnettes, etc. Et donc, et moi j'étais très obsédé par les albums concept très anglo-saxon, c'est-à-dire quand on parle d'album concept, c'est-à-dire non pas un album fait d'une suite de chansons, mais un album qui raconte une histoire ou qui soit un univers cohérent et que toutes les chansons soient en fait liées à un concept et une histoire. Idée. Et donc du coup on s'est enfermé en studio pour fabriquer ce qui a été le premier des 2 albums que j'ai fait avec Christophe, qui était Les Paradis Perdus. Et donc on a et au bout d'un moment, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre comme texte sur ces musiques. Et en fait, manifestement, les paroliers de cette époque étaient beaucoup plus liés dans la variété et liés quel que soit leur talent, liés à
à des chansons isolées les unes des autres, et moi j'avais en tête, et on avait en tête avec toute l'équipe d'essayer d'arriver à avoir un univers qui soit cohérent du début à la fin. Et donc je m'y suis collé. Ensuite, il y a eu après Les Paradis Perdus, des chansons qui ont été des gros tubes comme Señorita, etc. Et puis il y a eu ensuite l'album des Mots Bleus, et avec la même idée, et qui nous a emmené jusqu'à un projet scénique que j'ai complètement mis en scène, qui a été un de mes premiers essais de mise en scène, où j'étais très influencé à l'époque par Fellini, aussi bien Fellini d'un côté que 2001 Odyssée de l'espace de l'autre. Ce côté très opéra, et aussi par aussi quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui était Robert Wilson, qui est le grand réalisateur de théâtre et metteur en scène de théâtre, et j'ai été beaucoup inspiré toute ma vie, mais et donc dès le départ, et donc ça a été ma parenthèse liée à la chanson, avec aussi le fait qu'ensuite j'ai produit un autre chanteur qui est Patrick Juvet, où j'ai fait notamment des chansons comme Faut pas rêver, Où sont les femmes, qui est devenu l'hymne de la Gay Pride aussi, donc voilà, et où je suis parti à Los Angeles, où j'avais C'est toi qui as écrit Oui. Où sont les femmes? Oui. Ah oui. Et, je savais pas, c'est drôle. Et donc on a et donc c'était chez Barclay. Eddie Barclay à l'époque m'a donné carte blanche après le succès de Christophe, et j'ai eu les budgets pour pouvoir partir à Los Angeles pour 2 albums, et où j'ai eu la chance de travailler avec les musiciens d'Herbie Hancock, de tous les grands musiciens de Californie de l'époque, et qui m'a aussi beaucoup appris en termes de production, en termes de travail de studio. Et avec aussi un grand succès, puisque les 2 albums ont été des gros succès, et ensuite, parallèlement à ça, mais j'avais toujours mon idée que tout ça, c'était un peu des travaux pratiques par rapport à ce que j'avais envie de faire, et que je continue à expérimenter dans ma cuisine. Et on arrive après à Oxygène, que j'ai fait dans l'anonymat le plus complet, presque comme un travail annexe par rapport à ce que j'étais en train de faire plus officiellement, je dirais. Et alors, dans ta cuisine, ça m'inspire un truc, mais donc tu as enregistré, donc tu as une acoustique qui est particulière. En fait, est-ce que ça t'a posé un problème pour reproduire après, tu vois, parce que j'imagine qu'en concert, on te demande de... Ah bah oui, non mais... comment tu reproduis une acoustique? Non mais en fait, là, il fallait, à cette époque-là, un peu tout inventer. C'est-à-dire que je me suis pas du tout posé la question, quand j'ai fait Oxygène, qu'un jour je le jouerais sur scène. Oui. J'en étais pas du tout là. Déjà, là, je faisais ce projet, et quand j'ai commencé à le faire, je savais même pas si ce projet allait sortir. Quand il a été fait, il a été refusé, donc du coup, je savais pas du tout si tout ça allait m'emmener. Et puis, on parlait d'Elton John tout à l'heure, mais je me souviens que le disque venait de sortir, et puis je me baladais avec mon éditeur et maison de disques, s'appelait Francis Dreyfus, et on était sur les Champs-Élysées, et on voit Elton John sortir du disquaire qui était à l'époque sur les Champs-Élysées, avec 10 albums d'Oxygène. Et il me dit, lui, Francis Dreyfus me dit, oui, il me dit, tu vois, je pense que ça va marcher. C'est génial. C'est génial. Ouais, et là, il y avait déjà eu le succès, c'est-à-dire que là, non, c'était vraiment le tout début. Incroyable. Et ça, c'est sorti en fait peu de temps après en Angleterre, et ça a été pour moi le vrai démarrage de ma carrière. C'était l'Angleterre, où depuis toujours l'Angleterre. Ce qui est encore un autre paradoxe par rapport aux Français, qui ont toujours fantasmé sur l'Angleterre, à juste titre par rapport à la musique. Et où en fait, j'ai tout de suite été adopté dès Oxygène par le public et la presse anglaise, à la limite presque plus qu'en France encore. Et donc du coup, à cette époque-là, je me posais pas du tout de question de savoir comment j'allais mettre cette musique en scène, ou cette musique sur scène. Et c'est à la suite de ça, et du 2e album aussi, Equinox, qui a connu à peu près le même succès,
que j'ai commencé à réfléchir sur la manière de mettre en scène et de me produire sur scène. Avec le fait que les salles à cette époque-là n'étaient pas du tout faites pour ce genre de musique. C'était ou des théâtres où on pouvait jouer du rock ou du jazz, ou des salles, ce qu'on appelait omnisport, c'est-à-dire où le lundi, on a le congrès du Parti Socialiste, le mardi, un match de boxe, le troisième, un congrès Tupperware, et tu passes le jeudi dans un endroit qui est pas exactement fait pour ça. Donc, du coup, j'ai eu envie de mettre ma musique et de jouer ma musique à l'extérieur. C'est comme ça que c'est venu aussi avec le fait que si j'avais pas été musicien, j'aurais été sans doute architecte, enfin j'aurais essayé de l'être, et que j'ai toujours vu un lien très fort entre l'architecture et la musique, cette manière de négocier avec l'espace et le temps. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire des concerts en extérieur en utilisant aussi, en posant une autre question qui était, si tu veux, le fait de se dire comment je veux dire que d'être avec une guitare, batterie, basse, tout ça, c'est quand même assez sexy sur scène. C'est clair. Et d'être derrière son laptop ou derrière enfin pas son laptop à l'époque, mais son ordinateur ou ses synthétiseurs, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Et donc, comment arriver à faire en sorte de pouvoir arriver à faire une performance. Sur scène. Non, je rigole, je t'interromps. D'être quoi? D'être sexy sur scène. Oui, comment être sexy d'une certaine manière, exactement. Et donc, je me suis j'étais beaucoup inspiré à l'époque par l'opéra. En me disant, mais finalement, tous ces grands compositeurs, à un moment donné, se sont entourés pour pouvoir exprimer leur musique d'une manière différente, avec des scénographes, avec des peintres, avec des scénaristes, pour des gens de lumière, pour pouvoir justement proposer autre chose. Et donc, j'ai utilisé les technologies de mon époque, de ma génération, la vidéo, la lumière, le laser, etc., pour justement proposer un spectacle un peu plus total à une époque où ça se faisait pas du tout. En fait, j'étais le premier à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du mapping, par exemple, c'est la projection sur les immeubles, etc. Et le premier concert était Place de la Concorde, et j'ai eu la surprise, alors que c'était une expérimentation totale de mon côté, qu'1 million de personnes viennent. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées avec des gens qui m'ont proposé dans le monde de faire des concerts à l'extérieur. Et en fait, je n'ai jamais décidé de quoi que ce soit. C'est-à-dire que les choses sont toujours arrivées avec des propositions qu'on m'a faites. Quand je suis allé jouer en Chine, quand je suis allé jouer aux États-Unis, c'est à chaque fois des choses qu'on m'a proposées. C'est pas moi qui me décidais un matin en me disant je vais aller jouer devant les pyramides. C'était ma question. Est-ce que tu choisis tes Jamais, spots? ça m'est jamais arrivé jamais arrivé de ma vie, je pense. Et c'est quoi le lieu le plus dingue où t'as fait un concert? Ils sont tous dingues, mais s'il y en avait un incroyable. Le passage de l'an 2000 quand même dans les pyramides. Alors le passage de l'an 2000 sur les pyramides, c'était incroyable pour plein de raisons qu'on peut comprendre. Et puis c'était après l'attentat de Luxor. Moi j'étais déjà ambassadeur de l'UNESCO. Le directeur général à l'époque m'avait dit ça serait bien d'essayer de trouver quelque chose pour pouvoir arriver à renouer un lien avec le monde extérieur par rapport à l'Égypte qui était complètement isolée. Donc c'est parti de là. Et puis, mais la Cité interdite, effectivement, en Chine, c'est aussi une autre aventure incroyable. Et puis, très récemment, là, il y a 15 jours, j'ai fait un concert dans un endroit extraordinaire qui est à Samarcand, qui est en Ouzbékistan, qui est l'endroit, qui est un endroit, c'est sur la route de la soie. C'est vraiment un endroit entre le pays musulman et les pays orthodoxes, et qui est un endroit extraordinaire qu'on pourrait considérer presque comme la 8e merveille du monde. Et puis cette année, par exemple, c'était un fantasme depuis très longtemps de jouer sur la place Saint-Marc à Venise, de jouer à Pompéi, par exemple, qui sont des endroits qui sont aussi extraordinaires. Donc ça serait difficile pour moi de choisir, mais je me sens extrêmement privilégié. Plus je vais, plus je me sens privilégié par rapport à par exemple, après la clôture des JO que j'ai eu l'honneur de clôturer l'année dernière, je voulais pas faire de concert cette année parce que je voulais plutôt me réserver pour l'année prochaine. Puis on m'a proposé justement des endroits comme ça incroyables, et donc j'ai pas pu résister. Est-ce qu'il y a des lieux que tu as refusés? Non, mais j'ai des lieux qui m'ont refusé. C'est-à-dire que, par exemple, au Mexique, il y avait un très beau projet qui était de faire un concert pendant l'éclipse du soleil au pied de la pyramide du soleil et de la lune. Génial. À Teotihuacan.
Incroyable. et demande du Mexique. Et puis ça a été une saga incroyable avec les Mexicains qui sont pas des monstres de rigueur sur le plan de l'organisation, et le soleil n'attendant pas, l'éclipse n'attendant pas, on a raté l'éclipse. Donc ça n'a pas pu se Mince. faire pour faire l'histoire courte. Ah oui. Et j'ai pas pu manger de tapas pendant 2 ans après. Ah, c'est vrai, Ouais. t'étais traumatisée. Comment tu fais pour t'adapter à ces lieux? Parce que tu l'as dit, c'est pas des salles de concert et c'est pour ça que c'est génial. Néanmoins, il faut brancher les trucs. Enfin, parfois, t'es en pleine nature, quoi. Comment tu branches tout? Comment tu mets tes synthés, tes lasers, le son? C'est Alors, il faut extraordinaire. dire C'est quand pas même toi que qui je suis fais? pas tout seul Non, quand c'est ce que même. j'allais dire, c'était pas tout seul. Donc, Combien vous êtes? Comment ça marche pour organiser tout ça? en fait, j'ai une équipe de tueurs, pour Mmh. tout dire. Vraiment, là, aujourd'hui, une équipe, je pourrais aller sur la Lune ou sur Mars avec eux. Et c'est vrai que on le dit pas assez, mais surtout pour la scène, quels que soient les artistes, sans l'équipe, on n'est rien. Mmh. Je veux dire que en studio, tu peux encore te débrouiller tout seul, plus ou moins, mais sur scène, tu dépends quand même beaucoup d'une équipe, et il faut jamais l'oublier. Et c'est vrai que dans mon cas, c'est encore plus le cas, puisque il y a en même temps souvent des problèmes qui sont logistiques, politiques, économiques, le fait aussi de pouvoir arriver à établir une relation avec l'autre équipe, Mmh. l'équipe de production locale, qui Oui, souvent n'a forcé de aucune te idée de maquer avec des gens de sur ce qu'on va place. faire. Ah ouais. À Samarcande, il y a 15 jours, 3 jours avant, le président du pays décide de visiter la place, qui est la place de Régistan, là, qui est une place où le concert devait avoir lieu, et donc interdit que rien ne se puisse s'installer avant 48 heures, 48 heures avant le concert. Mmh. D'habitude, quand on arrive, la scène, déjà, ça fait partie des demandes de la production de notre côté, qu'ils installent déjà tout ce qu'il y a installé sur le plan échafaudage, électricité, etc., électrique et tout ça. Et là, donc, personne ne pouvait accéder à l'endroit 48 heures avant. Donc, en 48 heures, ça a été un miracle qu'on puisse arriver à tout faire, avec les problèmes de langue, avec les gens qui parlent ni le français ni Ah oui. l'anglais, encore moins le français. Donc c'est toujours c'est sportif, on Et va dire. t'arrives à dormir les jours d'avant? Oui, je dors de mieux en mieux. C'est vrai? Oui. Moi, je serais dans un état de stress. Alors, c'est quoi le concert où tu as accueilli le plus de monde? Tu parlais d'1 million de personnes à la Concorde. Il y a eu toujours plus gros, toujours Oui, plus mais extraordinaire? mais tu vois, quand on dit plus gros, etc., c'est quelque chose qui fait absolument pas partie de mon ADN. Ouais, ça C'est s'est une, présenté comme ça? oui, c'est ça. C'est un malentendu total. J'ai pas du tout. C'est jamais quelque chose qui aime. Je me souviens que le premier concert où il y avait 1 million de personnes, je suis monté sur scène avec l'éditeur qui était avec moi. Bon, je parlais tout à l'heure, Francis Dreyfus, et on a regardé. Les Champs-Élysées étaient tout noirs, et en fait, j'ai cru moi que c'était l'ombre du soleil qui se couchait sur les immeubles. J'ai pas réalisé que c'était du public. Je l'ai réalisé qu'après. Et c'est un peu une histoire très symbolique de ce qui a pu m'arriver. Et effectivement, le plus gros concert que j'ai pu faire, c'était, alors, il y en a eu à Paris où il y a eu 2,5 millions de personnes, qui était le concert que j'ai fait pour la clôture du bicentenaire de la Révolution. Et puis, là où il y a eu plus de monde, qui est toujours, je crois, le concert qui a réuni le plus de spectateurs, c'est à Moscou. Et où il y a eu près de 3,5 millions de personnes. Mmh. Mais Et comment tu f comme disait Fiona, qui est ici, qui est mon bras droit, mon bras gauche, qui est ma collaboratrice irlandaise, elle me dit, tu te rends compte, tu as joué dans un endroit qui est pratiquement, où il y avait plus de monde ce soir-là que dans mon propre pays. C'est génial. Ça, c'est vrai, Fiona. Mais comment tu te sens quand tu es sur scène? En fait, c'est marrant, là, tu parles des chants, enfin, j'imagine être à ta place. En fait, tu arrives même pas à distinguer ces têtes. En fait, c'est une masse. Il y a peut-être Mais, tellement de monde que c'est plus stressant. Enfin, tu vois ce que je veux ouais, dire? mais si tu veux, je pense que c'est aussi stressant d'être devant des centaines de milliers de gens que devant 200 personnes. À la limite, ça l'est même peut-être plus quand tu rentres dans une pièce avec 200 personnes, avec ta guitare, et que tu es tout près du public. Je pense que finalement, ça n'a aucune importance.
Je dirais que ça n'a aucune importance parce qu'en fait, le stress est le même, la pression est la même et qu'au fond, c'est une alchimie qui fonctionne entre deux entités qui sont le public et toi et la scène, et ça marche ou ça marche pas. Et ça, que le public qui est 200 personnes, 2000 ou 200 000, ça change pas grand-chose finalement. Il paraît que tu as une petite superstition sur scène, tu vérifies si ça tient bien, tu tapes du pied, c'est ça? Tu vérifies J'ai des tas de tocs. C'est quoi tes tocs? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Oh bah tout, j'ai des tas de tocs. Il faut que les instruments soient bien alignés. Déjà, je peux passer une demi-heure à vérifier que le clavier soit bien aligné. Il faut que j'ai un lit de camp où il faut que je dorme 20 minutes ou 25 minutes avant, même si c'est le foutoir total, mais il faut que donc j'ai un lit de camp parapluie, et donc je l'ouvre quoi qu'il arrive. Il peut y avoir la guerre dehors, il faut que je dorme 20 minutes avant de Et t'y arrives? monter sur scène. Oui, j'y arrive. Le grand entonnement, j'ai la chance de pouvoir dormir un peu n'importe quoi. Je peux dormir dans un flycase, je peux dormir par terre. Donc voilà. Et puis bon, plein d'autres tocs inavouables, évidemment. Ah, tu peux pas dire quelques petits trucs? Moi, j'aime bien. Non, mais il y en a. Non, mais il y en a d'autres. J'ai aussi une panique d'oublier mon pantalon, par exemple. Ça m'est arrivé 2 fois. D'avoir oublié mon pantalon à l'hôtel. Il y a même un pompier qui était allé le chercher un jour. J'étais en survêtement et j'avais oublié mes vêtements de scène. Donc voilà, j'ai des tas de choses, mais qui arrivent aussi à d'autres artistes. Mais enfin, oui, bien effectivement, sûr. il y a un certain nombre de tocs qui évoluent avec le temps, mais oui, Ça ils sont se bien soigne. là. Oui, ça se soigne. Oui. Tu parles de la Chine, de la Russie, tu es devenue aussi une star complètement mondiale. Comment on fait quand on écrit, quand on compose, pour se dire je dois plaire au public français, anglais, chinois, russe? Est-ce que tu y penses ou est-ce que tu composes, tu donnes de toi et puis Alors ça, si tu veux, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Ouais. D'abord, je pense qu'il faut vraiment enfin, c'est pas il faut. On fait ce qu'on veut, de toute façon. Mais moi, je fais de la musique d'abord pour moi. Il faut déjà que ça me plaise. Et en fait, je pense pas du tout au public. Et d'ailleurs, le public, si on commence à y penser, ça ne marche jamais. Pour plusieurs raisons. Si tu as des fans, les fans sont dans la nostalgie. Avec l'idée que, ils attendent de toi ce que tu as fait. Et si tu fais pas le souvenir qu'ils ont de ce que tu as fait, ils vont être déçus. Mais si tu le fais, ils vont se dire c'est toujours la même chose. Donc de toute façon, tu t'en sors pas. Ouais. Donc il faut surtout pas penser à ça. Donc mais de toute façon, je pense que comme me l'a dit Fellini au début de ma carrière, il m'a dit, moi, tu sais, Jean-Michel, je pense que, donc le réalisateur italien, en regardant en arrière, j'ai toujours pensé, c'était vers la fin de sa vie, j'ai toujours pensé que je faisais des films différents et je me rends compte que j'ai toujours fait le même film. Et je pense que c'est absolument vrai. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive pour tous les artistes, je pense qu'on fait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on cesse de décliner ce qu'on appelle, si on en a un, son style. Et que ça soit Tarantino ou Coldplay ou Billie Eilish ou les Beatles ou Soulage, finalement, ce sont des artistes qui nous disent toujours la même chose. Ils déclinent ce qu'ils ont, ils déclinent leur ADN. Et donc, quoi qu'il arrive, on ne s'échappe pas de ce qu'on est. Donc, c'est pas la peine d'essayer. Comment on fait pour durer? Là, tu parlais de l'IA. Est-ce que du coup, tu t'appuies sur des technologies différentes qui évoluent aussi? Oui, moi, de toute façon, je pense que tu décides pas de durer, tu dures ou tu dures pas, mais je pense que un des éléments qui fait que tu restes toujours où tu continues d'avancer, c'est la curiosité, c'est le fait et moi, je suis toujours fasciné par la technologie comme un gamin. Et pour moi, par exemple, l'IA est une opportunité aujourd'hui. Moi, je suis un grand activiste par rapport à par rapport à la technologie de manière générale, mais par rapport à l'IA, avec toutes les absurdités qu'on peut entendre aujourd'hui en disant, en ayant forcément cette vision, la Terminator, cette vision dystopique du futur, qui est dans l'ADN humain, puisqu'on a toujours pensé que hier c'était mieux et demain ça sera pire. Et si on est là tous les deux à se parler, c'est que finalement ça s'est pas trop mal passé jusqu'à maintenant. Tu sais, c'est en fait la technologie qui dicte les styles. Par exemple, si tu prends dans la musique,
c'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite. C'est parce qu'on a inventé l'électricité qu'on a eu Chuck Berry, Gilmour ou Billie Eilish. Et c'est parce qu'on a inventé les composants électroniques que des gens comme moi ont fait la musique qu'on fait. Et c'est parce que demain, on découvre, on défriche l'IA, que des nouveaux genres musicaux vont émerger à cause de l'IA. En quoi l'IA t'aide, par exemple, ou peut t'aider, tu vois, pour Par créer... exemple, les derniers concerts, que je fais là en ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur l'IA, pas encore beaucoup sur le plan musical, mais énormément sur le plan visuel. Depuis très longtemps, j'ai toujours conçu moi toute la scénographie moi-même, et en fait, j'ai conçu ces derniers projets de scéniques entièrement avec l'IA. C'est quoi tes prochains projets de concerts, de lieux? Alors, tu dis que ça vient à toi, mais est-ce qu'il y a est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire ou tu te dis, je l'ai jamais fait? Non, mais en fait, moi, le rêve que j'ai, c'est de pouvoir continuer, c'est-à-dire de pouvoir avoir. C'est une chance à un moment où au Parlement on parle de la réforme des retraites, la beauté et le privilège qu'on a en tant qu'artiste, tant que le corps vous porte, c'est de pouvoir continuer. Je fais une toute petite parenthèse parce qu'on arrive presque à la fin, mais ta vie aurait pu être tout autre parce que quand même ta mère t'a oublié dans un train. Donc elle est heureusement remontée pour venir te chercher. C'est vrai. T'as eu la vie que l'on connaît, mais ça aurait pu se passer autrement. J'ai beaucoup tenté de la traumatiser. Elle était intraumatisable en me disant, tu racontes des histoires, c'est pas vrai. J'ai fait 2 mètres dans le couloir et tu racontes maintenant que tu as été abandonné, etc. Je dis oui, mais enfin, c'est l'intention qui malheureusement compte. Oui, c'est ça. Bon, on arrive à la fin de l'entretien. Dans Tous Wonder, je demande toujours aux invités un petit conseil. Au vu de tout ce qu'on s'est dit, de ce que tu nous as raconté, ta carrière, tes choix, ton envie de continuer et de jamais t'arrêter, ce qui est une chance, t'as raison, pour un artiste. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent pour conclure? Ce que j'ai envie de dire, c'est en reprenant et en paraphrasant Cocteau, qui disait « Ce qu'on te reproche, fais-le, c'est toi ». C'est ce qui s'est passé avec Oxygène, avec voilà, et ce qui continue d'ailleurs à être le cas, et j'espère que ça continuera. Et puis c'est tout ce que je souhaite aux gens qui nous suivent, c'est le fait de suivre son chemin et de ne pas se laisser décourager par l'ambiance. Et puis la dernière chose aussi que je voudrais dire quand même, parce que c'est quelque chose qui me choque beaucoup aujourd'hui, c'est que je pense que j'y pense d'un coup, mais à une autre chose que je voudrais partager avec les gens qui t'écoutent et qui nous écoutent, c'est le fait que moi je suis foncièrement contre toute forme de boycott. Ma mère, justement, on en a beaucoup parlé pendant cette conversation, qui a été, donc, comme je le disais, capturée par les nazis 3 fois de suite, qui en a beaucoup souffert, m'a éduqué avec l'idée de ne pas confondre une idéologie, un peuple, de ne pas confondre, justement, à l'époque, les nazis et les Allemands, par exemple. C'était pas si courant, à cette époque-là. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, avec les gens qui ont tendance à avoir le boycott facile, surtout depuis le Café de Flore, je pense que demain, dès qu'on pourra, il faudra aller jouer en Iran, il faudra aller jouer en Corée du Sud, je pense qu'en Corée du Nord, pardon, parce que je pense que la culture est un cheval de Troie et qu'on ne doit pas appliquer une double punition au peuple et aux populations qui sont déjà coupées de la culture, coupées de musique, coupées de cinéma, et qu'on ne doit pas finalement indirectement collaborer à ça. Au contraire, il faut jamais avoir peur de se faire récupérer par les gouvernements, etc. Il faut y aller parce que on n'y va pas pour eux, on y va pour les gens qui sont là et qui ont besoin de culture. Merci Jean-Michel Jarre pour tout ce que tu nous as raconté, ta carrière, ton enfance. Je recommande, moi, ce livre que j'ai découvert, Mélancolique Rodéo, avec cette photo de toi, cow-boy, costume que ton père t'a offert, c'est ça? C'est ça, oui. Donc aux éditions J'ai lu, on apprend plein de choses sur toi, sur les débuts d'Oxygène, sur tes concerts, sur les coulisses de plein de choses. Donc voilà, je vous recommande. Et en tout cas, Tous Wonder, c'est tous les mardis. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut.